On a tous en tête cette image du génie, seul dans son laboratoire, qui a un éclair de lucidité et change le monde. Mais et si tout ça, c'était un mythe? Aujourd'hui, on va justement déconstruire cette idée pour voir ce qui se cache vraiment derrière l'innovation. Alors, pour commencer, une question un peu provocatrice, qui va à l'encontre de ce qu'on pense savoir sur le progrès. Est-ce qu'une personne, seule, même un génie, peut intentionnellement résoudre un problème qui est, complètement nouveau? Est-ce que c'est seulement possible de s'attaquer de front à l'inconnu? C'est l'image qu'on connaît tous, le fameux Eureka d'Archimède dans sa baignoire. L'éclair de génie qui tombe du ciel. C'est une super histoire, c'est très romantique, mais quand on y regarde de plus près, ça tient rarement la route. Et c'est là qu'on tombe sur un paradoxe vraiment fascinant, quand on se concentre sur l'individu, sur une seule personne. Bon, le truc, c'est que notre cerveau, il est câblé d'une certaine manière. Face à quelque chose de totalement inédit, son premier réflexe, c'est quoi? C'est d'essayer de le raccrocher à quelque chose qu'il connaît déjà, de trouver des analogies. C'est super efficace pour s'adapter au quotidien, mais c'est un vrai frein pour la pure nouveauté. En gros, on ne fait que recycler nos vieilles recettes. Ce qui veut dire que la plupart du temps, quand on trouve quelque chose de vraiment nouveau, c'est par accident. C'est un hasard. Et ce processus, il a un nom, la sérendipité. C'est l'art de trouver quelque chose qu'on ne cherchait pas. On partait chercher A et hop, on tombe sur B. Et le plus fou, c'est que cette découverte accidentelle, ce fameux B, bien souvent, ça ne résout même pas notre problème de départ. C'est juste une trouvaille inattendue. Une sorte de clé qui ne semble ouvrir aucune porte, du moins pas pour nous. Alors la question qui se pose, c'est si un individu seul est si limité, comment est-ce que la société, elle, arrive à innover? D'où viennent les grandes avancées? Eh bien, la réponse, elle est dans le collectif. Il faut imaginer la société comme un gigantesque système de hasard croisé. C'est ça l'idée. La clé qu'une personne trouve par accident, sans savoir quoi en faire, va finir par trouver la serrure d'une autre personne qui, elle, cherchait désespérément cette clé. Et ce qui est génial avec cette vision, c'est qu'il n'y a plus de découverte inutile. Il n'y a que des clés qui attendent leur serrure. Chaque soi-disant échec, chaque recherche qui n'aboutit pas pour une personne devient en fait une pièce potentielle pour le puzzle de quelqu'un d'autre. Ok, mais là, on peut se dire, et Einstein, et Marie Curie, et Newton, toutes ces figures exceptionnelles qui, elles, semblent complètement défier ce système de hasard croisé. C'est là qu'on tombe dans un piège mental très connu, le biais du survivant. En fait, on a tendance à construire toute notre théorie du génie en ne regardant que ceux qui ont réussi, les exceptions spectaculaires qui sortent du lot. L'argument est tout simple. On se focalise sur les quelques gagnants et on oublie complètement les milliers, les dizaines de milliers d'autres qui ont essayé, mais qui n'ont juste pas eu ce coup de chance. Le génie, finalement, c'est un peu le gagnant de l'auto. On voit le grand vainqueur qui empoche le jackpot, mais on ne voit jamais les milliers d'autres joueurs, tout aussi brillants, qui avaient un ticket, mais dont les numéros ne sont pas sortis. C'est exactement ça. Et attention, parce qu'une fois que quelqu'un a gagné à cette loterie de la découverte, il se passe quelque chose de très puissant au niveau social. Cette personne, reconnue comme un génie, devient un véritable aimant à idées. Sa réputation en fait une plaque tournante de l'innovation, un carrefour obligé. Et là, c'est le cercle vertueux, parce qu'il est le génie. Il reçoit un flux constant de problèmes non résolus, de découvertes accidentelles de ses collègues. C'est comme s'il recevait des milliers de clés et de serrures du monde entier. Forcément, ses chances de faire de nouvelles connexions augmentent de façon exponentielle. Donc, on en arrive au cœur de l'idée. Le génie n'est pas un phénomène individuel, mais un phénomène social. C'est un hub, un concentrateur qui redistribue les découvertes collectives. Même le plus grand des génies solitaires est en réalité le fruit du travail de tout un groupe. Et cette idée, qui peut paraître un peu théorique, elle est illustrée à la perfection par le témoignage d'un des plus grands mathématiciens du XXe siècle, Jean-Pierre Serre lui-même. C'est absolument fascinant. Il a eu la sensation d'avoir trouvé un trousseau de clés. Il ne savait pas quelle porte ça ouvrait, alors il a essayé. Il ne dit pas « j'ai résolu un problème », il dit « j'ai trouvé un outil » et ensuite j'ai cherché les problèmes qui allaient avec. C'est la définition même de la sérendipité. Et pour enfoncer le clou, Serre lui-même avoue que ce genre de découverte, ce trousseau de clés qui tombe du ciel, ça ne lui est arrivé que 2 fois. 2 fois dans toute sa carrière. Ça confirme parfaitement l'analogie de la loterie, non? On ne gagne pas le gros lot tous les jours. Sa propre méthode de travail valide complètement cette vision des choses. On n'attaque pas les problèmes de front. On attend d'avoir une clé entre les mains avant de se mettre à chercher la bonne serrure. L'innovation, ça ne se forçait pas. Finalement,
Tout ça, ça change complètement la perspective. L'innovation, ce n'est peut-être pas le fruit d'un génie solitaire et exceptionnel. C'est plutôt un immense processus collectif. Et dans ce processus, chaque contribution compte. Même ce qu'on perçoit comme un échec n'est en fait qu'une clé qui n'a pas encore trouvé sa serrure.